je vais en fait parler des légumes racines à ne pas oublier. Souvent, déjà, on est déjà au début de l'été. On ne pense pas qu'il faudra prévoir des légumes pour l'automne et l'hiver. Et c'est justement à ces légumes-là. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance en parlant de l'hiver déjà, puisqu'on n'a pas encore eu d'été. Mais enfin, il faut quand même penser à semer certains légumes racines. Et ces légumes mettent quand même un certain temps à se former avant de pouvoir les consommer. Et il faut aussi savoir qu'à partir de mi-août, les conditions pour pousser diminuent fortement. Donc, souvent, les températures sont moins élevées et il y a beaucoup moins de lumière aussi. Donc tout ça, quand par exemple, on sème des choses au printemps, été, automne, ces mêmes choses-là poussent beaucoup plus vite au printemps et en été, mais à partir de mi-août, ça met beaucoup plus de temps. Par exemple, une laitue mettra beaucoup plus de temps à pousser, tout ça, parce que les conditions pour pousser ne sont plus optimales. Donc, il faut s'y prendre à temps. Alors, l'intérêt de ces légumes qui nous apportent, les légumes racines, ils ont leur réserve nutritive dans la racine, justement. C'est emmagasiné dans la racine. L'avantage, c'est qu'en plus, c'est protégé par le froid, parce que souvent c'est dans le sol. Et alors, même pour ceux qui sont plus fragiles, c'est un stockage facile, soit en silo, en bac, et certaines même peuvent rester au sol, juste à couvrir un peu. Et tout ça, un stockage à long terme, pas trop de complications. Il y a des réserves de vitamines et de minéraux, et ça ne se dégrade pas. Donc, un légume feuille, par exemple, se dégrade beaucoup plus vite. Tandis que le légume racine, c'est quand même un stockage naturel de nutriments. Je pense qu'il faut y penser aussi. Donc forcément, il ne faut pas toujours manger des salades, et surtout en hiver, il y en a moins. Donc il faut se rabattre un peu sur des légumes racines qui ont toute leur utilité en fait. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces légumes racines peuvent encore très bien se manger crus. Je pense à la carotte, le navet, voilà, betterave, tout ça, ça peut encore se manger cru. Et on peut aussi les utiliser cuites. Donc, tout ça, pendant tout l'hiver, c'est quand même intéressant. Donc, je vais parler spécifiquement de 3 légumes que j'ai sélectionnés pour vous parler. Le chou-navet, le navet et la scorsonère. Bon, on va commencer par le premier, le chou-navet. On appelle aussi navet rave. Donc pour les plus anciens, c'est un peu resté dans la mémoire des anciens, dans des temps difficiles pendant la guerre, c'était le rutabaga. Donc le nom latin, Brassica napus, variété Napo brassica. Donc en France, on appelle plus navet rave. C'est pour ça que dans notre catalogue, Fraternité ouvrière, on a gardé les 2 emplacements. Donc les choux navets sont classés à 52 000 jusqu'à 52 014 et les navets raves de 111 010 à 111 075, 075. Et souvent, ce sont des variétés différentes. Dans chaque rubrique, c'est des variétés différentes. Et souvent, les variétés portent le nom d'une région géographique. C'est parfois celui d'Auvergne, celui de tel... Voilà, c'est un petit peu des noms qui ont rapport. Par exemple, il y a aussi le gros de Vendée. Voilà, c'est tout des
des noms qui ont un rapport avec une zone géographique de la France. Et d'autres pays aussi. Alors, la description du chou navet, c'est un peu comme le navet, mais il ne se consomme que cuit. Donc le navet peut être mangé cru aussi, mais le chou navet, il est plus dur. Donc il est plus dur, plus coriace, et c'est ça qui justifie sa cuisson. Et la plante, elle devient 2 à 3 fois plus grande que le navet. Donc au niveau feuillage, ça devient 2 à 3 fois plus grand. Et le gros avantage, c'est que ça résiste très bien au froid, jusqu'à moins 20. Le navet, c'est pas pareil. Le navet, il y a du goût. Donc il est moins aqueux que le navet traditionnel, donc c'est peut-être dû à ça, que sa résistance au froid. Alors pour la cuisine, c'est vraiment un ingrédient indispensable pour la préparation du couscous. Donc ça donne vraiment un goût, autre chose que le navet, c'est vraiment particulier. C'est un peu entre le navet et le potimarron, c'est un petit peu... Allez, c'est vraiment très bon. Bon, ça peut aussi convenir pour les soupes, faire des bouillons, ou intégrer dans les hoche-pots en hiver. Voilà, c'est un usage assez large. Alors, sa culture, les semis précoces. On parle dans le catalogue qu'on peut semer à partir de mars à juin, mais souvent ces semis-là aboutissent souvent à une montaison prématurée. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas choisser, ça traîne. Par contre, à partir de juillet, jusqu'en août, jusqu'à mi-août, je dirais, là, les conditions de réussite sont meilleures en fait. Donc, plus de chaleur, pousse plus vite. Donc, on a plus de chances de réussir. Bon, comme toutes ces cultures-là, pour le navet, c'est pareil, faire régulièrement des petits semis de petite quantité sur place. C'est mieux sur place. Parce que le repiquage, souvent, ça induit aussi la montaison précoce. Donc faire des petits semis successifs, et comme ça, on a plus de chances d'avoir, parce que la météo est capricieuse, donc parfois on tombe dans un moment où il fait trop frais, ou voilà, ça pousse pas bien. Voilà, en étalant ces semis, on a plus de chances de réussir. Alors, le semis clair aussi. Donc, semer vraiment clair, et même éclaircir, ça devient indispensable. Donc, pour le chou navet, il faut laisser un plant tous les 20 à 30 cm, tellement que ça devient volumineux. Le chou navet, c'est la boule avec des feuilles qui poussent sur le truc. Non, c'est vraiment non, c'est pas le chou rave. Hein. Ça, c'est le chou rave, c'est avec une petite touffe au-dessus de la boule. Non, le chou navet, c'est vraiment, ça ressemble à un navet, mais ça fait des boules comme ça quand même. Hein. Et avec un gros trognon, avec des grosses touffes de feuilles au-dessus. Non, c'est pas le... Le chou rave, c'est différent. C'est autre chose. C'est pas le super chouette. Non. C'est bien, j'aime bien ça. Et c'est aussi une plante qui est très résistante, c'est très costaud et résistant aux maladies. Donc ça marche bien. Bon, parmi les variétés, ça je vais peut-être vous envoyer vers le catalogue, mais souvent ce sont des variétés à chair blanc jaunâtre. Et c'est souvent le collet qui est différent. On peut prendre des couleurs différentes, ça peut être du vert, ça peut être du rouge, ça peut être du jaune, le dessus du collet, donc autour des feuilles. Souvent, la forme du rave, elle est ronde, parfois un peu aplatie, et je pense qu'il y en a quelques-unes un peu plus allongées.
ben, moi je vous invite vraiment à essayer ce chou navet parce que c'est vraiment un goût particulier. Si vous avez l'habitude de consommer du navet, ben, essayez un peu ça, vous verrez que c'est quand même Plus doux. un goût. Ouais, c'est. Et pour le couscous, par exemple, ça donne vraiment un. C'est moins aqueux et c'est plus prononcé. C'est un goût intéressant. Si vous ne connaissez pas, c'est un goût à découvrir. Ça vaut la peine. Alors, le navet potager. Donc, Brassica rapa, variété rapifera. Donc là, c'est légumes racines de forme ronde, souvent, ronde ou aplatie, mais aussi forme allongée, longue. Forme de grosse carotte, là. Bon, la couleur est aussi très variée. La chair est souvent blanche, mais aussi jaune, comme la variété boule d'or, qui est un peu toute saison. La chair est jaune et la peau est jaune aussi. C'est un navet qui vient pas très gros, mais qui pousse un peu en toute saison. Celui-là réussit un peu mieux en semi-actif. Donc la peau, elle est souvent blanche, parfois vraiment blanche. Donc la rave est vraiment blanche complètement. Et souvent violacée sur le haut, jaune ou bien vraiment noire. Donc vraiment une peau noire, mais avec une chair blanche. Les noix d'hiver, c'est bien. Pardon? Les noix d'hiver, c'est bon. Oui, oui, oui. Donc, Il y a juteux. ouais. Alors pour le feuillage, même le feuillage jeune peut être consommé en soupe. Pour les feuillages plus âgés, bah, ça devient dur et un peu fibreux, comme ça c'est un peu moins. Mais jeunes, oui, il ne faut pas les jeter. Autrement, on peut donner aussi à la basse-cour, là, aux poules. Ils aiment ça aussi. Donc, j'ai dit, le navet peut se manger cru. Et il y a même certaines variétés qui sont très sucrées. C'est détaillé dans le catalogue, pour les, parfois qui sont un peu allongés et sucrés. Allez, à croquer comme ça, c'est vraiment bon. Alors, souvent, quand la rave vieillit, elle devient plus piquante. Et surtout par temps sec. Quand il n'y a pas assez d'eau, ça devient un peu piquant. Donc c'est vraiment un légume qui a besoin de l'eau. C'est un légume très revitalisant. C'est riche en vitamine C. Et en cas de. Donc c'est vraiment utile en cas d'anémie. Mais il faut le manger cru. Et là, ça redonne du tonus aux gens qui seront affaiblis. Alors sa culture. Donc les semis de juillet. Et surtout, la première quinzaine d'août sont les meilleurs pour constituer une provision d'hiver. Le navet craint la sécheresse et la chaleur. Alors le semis dans un sol pauvre en azote. Sinon, s'il y a trop d'azote, ça pousse beaucoup en feuilles et il y a peu de rave. Donc la rave ne se développe pas vraiment. Alors un semis très clair, donc l'éclaircissage est bien souvent indispensable. Sinon là non plus il n'y aura pas de rave parce qu'il n'y a pas assez de lumière, donc tout va pousser en feuilles. Il y aura un peu une lutte entre tous les plants pour accéder, enfin, ça va monter, feuillage. Mais au détriment Tu dis de la rave. pauvre en azote, c'est-à-dire après les ails, les oignons et les échalotes. Il ne faut pas ajouter de l'azote, c'est ça. Donc il ne faut pas enrichir. C'est bien un sol, un bon sol, mais non, c'est pas l'alcal. C'est question d'azote. Sinon, ça pousse plus. Il faut plus de la potasse, par exemple. Un petit peu de change de bois.
Oui. Mais pas avant le semis, hein. Ouais, ben, souvent, c'est bien le calcaire, donc les algues marines, là, ça on peut mettre. Donc ça n'apporte pas d'azote en fait. Donc il faut beaucoup de lumière. Donc il ne faut pas aller semer ça sous un autre légume, là, sous, je sais pas, des choux ou des tomates, un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Non, il faut qu'il y ait de la lumière pour que la plante se développe bien. Alors, bon, les graines, c'est des petites graines rondes. Et dans un sachet, il y en a pas mal, hein, comme ça. Alors, on a tendance un petit peu à semer trop de rues. Il y en a beaucoup, on peut y aller. Pour être sûr d'en avoir. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, moi, je conseille de faire un sillon large. Et une autre façon, je vais expliquer après. Et pas profond, très large, hein, semer sur une dizaine de centimètres. Alors quand vous semez, vous levez bien haut la main et vous laissez tomber comme ça, de très haut, comme ça les graines sont beaucoup plus dispersées dans ce sillon et il faudra beaucoup moins éclaircir. Et n'ayez pas la main trop lourde, hein, quand même. Donc, allez, semer clair. Dans le temps, on mélangeait avec du sable. Oui. Quand c'était une grande surface, il y avait des fermiers qui mettaient ça, qu'ils avaient beaucoup de lapins ou des choses, des vaches. On peut les mettre dans le verre. Et ils semaient comme ça. Ben, Ignace dit que oui. Moi, je le fais. Ouais. Mais quand on n'a pas, repiquer assez pas de jeune. place. Repiquer jeune. Ouais. Alors, une autre technique, c'est semer presque sans sillon. Et ça, c'est Gilbert qui nous avait dit ça. Et je l'ai vu faire, et du coup, je le fais régulièrement. Donc, on travaille le sol avec le cap-dent, on affine bien. Et alors, lorsque c'est bien fin, on passe le croc comme ça, un trait comme ça, sans faire des allers-retours. Donc, un trait. Donc, quand on regarde, on a 4 micro-sillons, comme ça, sur la largeur du cap-dent. Et après, là, encore une fois, avec la main bien haute, là, on passe au-dessus de ces... Donc, il y a quand même des petites graines qui vont venir se loger dans ces petits sillons, mais peu importe. Et une fois que c'est fait, on repasse simplement le cap-dent comme ça, à travers tout. Et on peut plomber légèrement avec le dos du râteau. Et là, vous avez un espace comme ça, ensemencé. Et là, ça sera beaucoup plus facile pour éclaircir aussi. Et les plants seront vraiment plus larges. Donc, il faut juste prévoir, je veux dire, une zone plus large pour le semis. Et là, vous avez alors vos navets qui auront beaucoup plus de place pour pousser. Donc le pH du sol, c'est plutôt vers le 7. Donc ça aime bien l'apport d'algues marines. Donc cet apport est vraiment bénéfique. Alors température de semis, si possible en dessous de 20 degrés. C'est plus chaud. J'aime pas. Pardon? Je dis, elle ne germe pas, Bah, c'est de la salade. Après c'est trop chaud, ça n'aime pas la chaleur. Donc le navet, c'est vraiment un légume de climat frais. Et je crains qu'avec l'augmentation des températures, que ça va devenir de plus en plus difficile à en avoir. Et c'est un légume, quand on regarde sur les tables du marché, ça devient de plus en plus cher. Ouais, ça. Avant c'était... 4 petites boules de avant c'était le légume du pauvre, hein, on disait ça. Ouais. Non, bon, maintenant ça devient un légume de luxe. Alors, il résiste moyennement au froid, jusqu'à moins 5 degrés. Les petites raves résistent mieux au froid, donc ils ne sont pas complètement développés. Donc là, ils vont... Tandis que les gros raves, là, s'ils commencent à geler, ils risquent d'être foutus, donc il faut vraiment alors les consommer ou les protéger, enfin
les mettre en silo par exemple. Donc là aussi, comme pour les navéraves, des petits semis successifs étalés entre juillet et mi-août, ben, c'est aussi vivement conseillé. Alors, l'ennemi, c'est surtout l'altis. Donc, c'est un insecte coléoptère, sauteur, c'est plus de terre. Et ça fait tous des petits trous là dans les feuilles. On a ça parfois sur les radis aussi. Ils aiment bien les brassicacées en fait. Et ouais, ça se multiplie beaucoup par temps sec. Donc, bon, le remède, c'est arroser à la pomme, là, comme Ignace disait, parce que ces puces-là n'aiment pas l'humidité. Alors, on va passer au dernier légume que j'ai sélectionné, c'est la scorsonère. Alors souvent, il est appelé salsifis noir. Et en fait, le salsifis existe aussi. Hein. Oui. Regardez dans le catalogue, le salsifis, c'est autre chose. Et salsifis noir, ben, je ne sais pas, sur les marchés, on dit salsifis. Si on dit un scorsonère, souvent, bon, je ne sais même pas si c'est marqué, mais parfois, certains vont le savoir, mais on dit c'est quoi ça pour une bête. Ben non, c'est... Donc à tort, on l'appelle salsifis. Donc le salsifis, lui, les racines sont moins grosses, un peu plus claires, donc plus vers le brun. C'est un petit peu un autre goût, c'est moins productif, mais c'est peut-être plus fin, certains diront que c'est plus fin. Mais la scorsonère, elle est vraiment, c'est un bon goût, c'est productif. Et ouais, c'est des racines longues, ça peut aller jusqu'à 30-40 cm dans le sol. Ouais, c'est bien ancré dans le sol, on peut y aller à la bêche là, on peut y aller de chaque côté pour vraiment dégager, pour l'avoir en entier. Souvent, on ne l'a même pas en entier. Alors, la chair, elle est blanche, et la peau, elle est noire. Donc, et c'est cette peau-là qu'il faut gratter bon, avec un économe, là, souvent, ouais. Avant de la cuire, évidemment. Et c'est ça qui... Les salsifis en beaucoup, mais pas des salsifis, des scorsonères. Oui, parce que c'est plus productif, hein, donc forcément... C'est pas la même texture, je vais dire comme ça. Non, c'est pas tout à fait le même goût non plus, et ouais, commerçants, bon, ils vendent ce qui est plus productif. Hein. Bon, le producteur, c'est plus productif, donc ouais, c'est plus avantageux pour lui de cultiver la scorsonère que le salsifis. Ouais. Alors, ben ouais, donc c'est quand on enlève cette peau, là, ça, il y a comme un lait qui vient se mettre un peu à la surface, et quand on a ça sur les mains, ça devient brun, c'est collant un petit peu. Bon, ouais, pour les méticuleux, il faut mettre des gants. Hein, voilà. Autrement, ça s'enlève à l'usure. Donc, la scorsonère, elle est souvent cultivée en annuel, par chez nous. Donc, c'est semé en mars, avril. Mais il faut parfois réussir, parce que comme ici, comme cette année, ben, parce que ça faisait un peu de chaleur quand même pour lever. Et si on a semé en mars-avril, avec les conditions qu'on a eues, on n'a pas eu grand-chose. Et les limaces adorent ça aussi. Donc, il n'est pas trop tard pour le semer, mais alors il faut le cultiver en bisannuel. Parce qu'en fait, cette plante, comme beaucoup de plantes, sont bisannuelles. Leur cycle complet se termine l'année suivante. Évidemment, ça sera pour consommer aussi l'année suivante. Donc, pour les semences, je vais cueillir parce que en ce moment, j'ai quelques pieds qui ont levé. Voilà, ça c'est les semences de scorsonère. Voilà. C'est des petits bâtonnets comme ça de 2 cm de long avec un petit parachute. Voilà, un petit duvet là. Voilà. Normalement, voilà. Donc ça lui sert de transport en fait. Hein. Donc
la tige là, qui monte à graines, elle est de cette hauteur-là. Ça fait un capitule qui s'ouvre. Les graines sont bien attachées. Et ensuite, ça s'ouvre de plus en plus. C'est un peu comme un pissenlit hein, qui s'ouvre. Ça fait comme une belle petite boule de duvet, là, comme ça. On dirait un petit oisillon. Là, et ensuite, ben, avec le vent, bon, comme hier, ben, ça peut partir et ça peut se transporter plus loin. Donc, la floraison, c'est un peu semblable au pissenlit. Donc, c'est d'abord jaune, un beau jaune. Et ensuite, il y a le petit duvet, là, ben ça devient un peu sec. Et c'est la petite graine qui est, le petit bâtonnet, là, qui elle, contient en fait l'amande et le germe de la plante. Donc chaque capsule là, elle contient plus ou moins 20 à 30 graines, c'est pas plus. Et c'est maintenant, c'est le moment même de les récolter, donc ça tombe, donc c'est aussi le moment de les semer. C'est logique, puisque dans la nature ça se fait comme ça. Donc maintenant on peut ressemer. Alors souvent, les semis de mars, avril, quand ça réussit, souvent lorsqu'on essaie de récolter ces racines à l'automne et début d'hiver, c'est pas encore vraiment des belles racines. Souvent il faut attendre la fin de l'hiver pour avoir des racines plus grosses. Avec la méthode de semer en bisannuel, là, on aura vraiment des grosses racines, mais il faut attendre évidemment plus longtemps. Donc ce qu'on sèmera maintenant va lever, va pousser lentement pendant tout l'hiver, tout le printemps et l'été. Et alors, à l'automne, on pourra déjà consommer de belles grosses racines. Et elles vont seulement monter à graines l'année suivante, donc à la fin du printemps suivant. Alors, en juillet, c'est plus facile parce que la terre est plus chaude et la graine a besoin de la chaleur pour lever. Plus ou moins, en cette période-ci, en une semaine, on voit déjà les petites, comme des petites languettes comme ça, plates, qui poussent assez vite. Allez, on voit assez vite la ligne. Ça j'ai dit. Alors, lorsque ça monte à graines et qu'on dit tiens, ben, je n'ai pas besoin des graines, on peut couper la tige florale, et parce que quand il y a la tige florale, la racine se creuse en fait. Et quand on coupe la tige florale, la racine va se reconstituer pour donner sa racine à l'hiver. Donc, entre juillet et le mois de novembre, ben voilà, la racine va se reconstituer. Donc, on peut faire ce processus-là avec des plantes. Moi, j'ai des plantes comme ça que je laisse chaque année, et pendant 3-4 ans. Après, la racine vient trop vieille et souvent elle se dessèche. Elle est à bout, elle est usée et elle se dessèche. Donc il faut refaire. Mais je trouve que c'est très facile à faire les graines. Et les graines se conservent facilement 2 ans et même jusqu'à 4 ans. Et après, le pouvoir germinatif diminue entre 2 et 4 ans, ça diminue. Mais allez, c'est encore acceptable. Alors, je vais un peu vous montrer comment moi je fais, parce qu'on se dit, pour semer ça, c'est pas compliqué, c'est pas simple. Surtout avec du vent comme on a eu hier. On met dans le sillon, c'est parti. Il va voler. Alors, dans toutes ces graines ici, il y en a qui sont plates, qui n'y a rien dedans.
Donc, on voit ici. Voilà, ça c'est une graine plate, et ça c'est une pleine. Je ne sais pas si on peut faire passer. Donc dans tout ce tas ici, ben, on a quand même des trucs à jeter. Donc entre les paumes des mains et on frotte. Et souvent le duvet va finir en boule. Et plus ou moins c'est détaché. Je vais peut-être vous faire passer aussi, vous regarderez. Parmi tout cela, il y a certainement de ceux qui sont... Voilà, déjà le plus gros duvet, on peut l'écarter puisque... Et ensuite pour écarter, je vais le faire légèrement. Pour n'importe quelle graine, ça va. Ouais. Mais là c'est un peu plus... Spectaculaire. Ouais, c'est un peu... Parce que des gros machins comme ça, il n'y a pas moyen de semer, alors on dit ouais bon, voilà. Et en général, ben, il ne reste plus que ceux qui sont... Ah, on peut faire passer. Hein. Il y en a peut-être encore quelques-unes. C'est rare comme on... Bon, il y en a peut-être ainsi par là une qui est... Alors on en met une, Ah ben, il faut semer assez clair, donc... t'en mets une, et puis plus loin t'en mets une. Plus Ben, loin, t'en mets une. je dirais tous les... 10 cm? Non, même pas. Un peu plus, tous les 5 cm, vous mettez... Enfin, même plus, mais après il faut éclaircir. Parce que là aussi ils ont besoin d'un certain espace quand même pour pousser. Donc quand c'est trop serré, vous allez avoir beaucoup plus de petites racines. Donc, ben voilà, ça c'est un peu la façon. C'est un peu. Souvent on ne pense pas à le faire en bigarduel. Et là, c'est très facile parce qu'on a vraiment une belle levée maintenant. Et ça peut rester. Évidemment, ça occupe le terrain pendant. On va peut-être faire passer par là. Ça occupe le terrain pendant un moment. Hein, mais, allez, et c'est intéressant parce que c'est vraiment productif. Ben voilà, je suis désolé, mais j'ai des obligations familiales aujourd'hui, donc c'est ça que je vais terminer là-dessus s'il y a des questions sur le cours.